L'année dernière, la Cour pénale internationale a entrepris une enquête préliminaire en vue de déterminer si des crimes relevant de sa compétence ont été commis au Gabon dans le contexte de l'élection présidentielle d'août 2016. Le 14 mars prochain, un rendez-vous très attendu à Genève, l'examen par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU du rapport sur la situation des droits humains au Gabon. Quelles en seront les conclusions? Maître Fabien Méré est avec nous, bonsoir. Bonsoir Monsieur Laloupo. Bonsoir Maître, vous êtes avocat au barreau du Gabon et défenseur des droits de l'homme, membre de la coalition pour la Nouvelle République autour de Jean-Ping. Il faut préciser que vous êtes l'un des rescapés de l'attaque du QG de Jean-Ping. C'était cette fameuse nuit du 31 août 2016. Vous en êtes remis? Écoutez, on fait ce qu'on peut, mais cérébralement, c'est pas toujours évident. Psychologiquement, c'est jamais évident, mais on essaye de tenir. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est moi. Alors, Maître Fabien Méré, justement, ça sera le 14 mars prochain, c'est ça, à Genève? Oui, à Genève, oui. À Genève, voilà, le Conseil pour les droits de l'homme des Nations Unies va examiner pour cette année le rapport sur les droits humains au Gabon. Ça s'appelle un examen périodique universel. Absolument. Ça se passe donc chaque année. Alors, lors d'une conférence de presse, c'était le 6 mars dernier, vous avez tenu à alerter l'opinion sur une éventuelle édulcoration de ce rapport. Tout à fait. Qu'est-ce que vous craignez exactement? Écoutez, je crains que nous nous retrouvions devant un classicisme. Autrement dit, au niveau des grandes institutions, généralement, on procède par, technique diplomatique. On ne met jamais véritablement les mots sur les faits. On essaye d'améliorer le rapport que l'on a avec les différents États qui sont interpellés, parce qu'il y a des rapports entre les États et ces institutions qui font que finalement on met toujours un peu d'eau dans le vin pour ne pas trop se mettre à dos les membres des différentes organisations. Et nous craignons justement que cet examen périodique universel qui est une procédure classique ne fasse pas véritablement état de la situation dramatique que vit le Gabon aujourd'hui. Alors, à quoi sert finalement donc ce rituel annuel au fond? Je crois que ça fait partie simplement du fonctionnement des différentes institutions internationales. Pour autant, on ne peut pas minimiser l'impact que pourraient avoir certaines décisions ou certains rapports. On sait qu'il y a, tout comme le principe de l'iceberg, il y a la partie visible des choses et la partie la moins invisible, c'est la plus importante, celle qui se fait en off dans les couloirs. Les décisions ne se prennent pas généralement sur la place publique et on espère que c'est cette partie qui prévaudra par rapport au rapport final qui sera déposé. Alors, quelles ont été les conclusions l'année dernière, parce qu'en novembre 2017, il faut rappeler que le rapport soumis par le Gabon et d'autres rapports élaborés par des organisations de la société civile ont été examinés dans le cadre justement de cet examen périodique. Quelles ont été les conclusions en 2017? Écoutez, en résumé simple, le Conseil des droits humains des Nations Unies avait interpellé le gouvernement gabonais, ce qui sert le gouvernement aujourd'hui évidemment au Gabon, avait été interpellé pour améliorer la situation, ouvrir des enquêtes, autrement dit remettre tout à plat, parce qu'il y avait cette alerte de la société civile avec moult détails dans les différents rapports qui avaient été publiés, qui faisaient état de tous les maux que vous avez évoqués dans votre introduction, les assassinats, les disparitions, les tortures, les humiliations, les atteintes aux libertés élémentaires telles que la liberté de circuler, d'aller et de venir ou de tenir des réunions publiques. Et donc, il y avait eu des recommandations qui avaient été faites et c'est, je veux dire, ce que nous attendons maintenant pour la 37e session qui va se tenir le 14 mars, c'est de vérifier si effectivement ceux qui détiennent le pouvoir politique au Gabon se sont soumis à ces recommandations ou si la situation a évolué au Gabon. Et j'espère peut-être que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Bien sûr. Maître Fabien Méré, alors, en préparant cette émission, évidemment, j'ai lu vos déclarations du 6 mars dernier. Pour vous, la question des disparitions forcées est la plus sensible dans ce genre d'examen. Absolument. Pourquoi? Parce que vous créez qu'une instance comme ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU ne prenne pas en compte ces éléments de manière très précise ou alors qu'il y ait un défaut d'appréciation? Alors, ce n'est pas tellement le Conseil, ce n'est pas tellement, je veux dire, le travail du Conseil qui me gêne dans cette affaire, c'est la machine de communication et d'influence que représente un régime dictatorial. Généralement, ils ont des cabinets officieux qui travaillent à améliorer l'image du gouvernement en place et ils essayent d'influencer par de fausses informations avec une communication très forte et en essayant de cacher au maximum les preuves des faits qui leur sont reprochés. C'est cette appréhension-là qui m'habite le plus. Maintenant, pour ce qui concerne précisément
la question relative aux disparitions, il y a un certain nombre de dossiers qui ont été déposés aussi bien devant le Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies que devant la Cour pénale internationale, qui font état justement d'une situation critique et qui nécessite un examen. Et une enquête a été sollicitée par notamment le Parlement européen à travers la fameuse résolution du 14 septembre 2017. Et cette enquête a été sollicitée par ce Parlement européen en exigeant qu'elle soit faite sous l'égide des Nations Unies pour justement donner force à cette sollicitation et observer une certaine neutralité. Donc, écoutez, le gâteau est dans le four. Il faudra maintenant que cette institution pèse de tout son poids pour que cette enquête soit ouverte. De cette nuit du 31 août 2016, est-ce qu'il y a des enquêtes en cours qui ont été engagées dans le pays ou pas, Du tout. Justement, c'est l'une des violations. Je rappelle que vous êtes l'un des rescapés de cette fameuse nuit. Absolument. J'ai passé cette dramatique nuit au quartier général de Jean-Ping. C'est un immeuble de 5 étages. Nous étions des centaines et des centaines, je parlerai de milliers d'individus. Nous avons subi une attaque en bonne et due forme avec des armes de guerre. Des vidéos ont été faites. Elles circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elles font partie des dossiers qui ont été déposés auprès du Parlement européen. Les observateurs européens eux-mêmes disposent d'un dossier suffisamment étoffé en la matière. Des morts ont été enregistrés visuellement, j'en ai vu. Je pourrais reconnaître les photos et je les ai que j'ai faites moi-même à l'intérieur de cet immeuble avant l'attaque même et une partie juste au début de l'attaque parce qu'après tout l'immeuble a été plongé dans le noir total et seuls les cris et le crépitement des armes avaient pris place. Je voudrais dire qu'il y a un dossier suffisamment lourd. Il est vrai que le temps de la justice n'est pas le temps de la politique, ni le temps des hommes, et on peut comprendre un tout petit peu l'exaspération qui habite notamment les Gabonais aujourd'hui en entendant que la Cour pénale internationale se décide officiellement d'ouvrir une enquête. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune enquête aujourd'hui au Gabon et que les personnes qui ont été victimes, je parle évidemment des survivants, sont livrées à elles-mêmes. Livrées à elles-mêmes, il n'y a jamais eu d'enquête officielle, il n'y a jamais eu de reportage officiel. Vous parliez tout à l'heure d'un journaliste qui appartiendrait au journal local, le principal journal du gouvernement, l'Union. Qui sera notre invité dans quelques minutes. Absolument. Ils n'ont jamais fait état de ce qu'il s'est passé le 31 août, ni les jours qui ont suivi. J'ai personnellement connu un jeune, il y a une vidéo sur YouTube qu'on appelle Bidzo Bindong Jeffrey, qui a été abattu froidement en plein jour à 200 mètres de mon domicile. Et j'ai vu ce gosse grandir. J'ai fait sa connaissance il y a une dizaine d'années. 9 ans après, il a été abattu au quartier derrière la prison. J'ai vu ce jeune homme. Maître Fabien Méré, vous avez déclaré qu'au Gabon, je vous cite, dans les années précédentes, la situation n'était pas très reluisante, mais nous avons enregistré un assombrissement très fort avec une violence exacerbée qui a connu son point culminant, cette nuit du 31 août 2016 ou les 5 ou 6 jours qui ont suivi. Fin de citation. Donc voilà, ce fameux 31 août restera donc une date évidemment particulière dans l'histoire récente du Gabon et dans les péripéties électorales au Gabon. On a parlé des violences faites aux hommes, aux femmes notamment, mais Amnesty International s'inquiète aussi d'un recul de la liberté d'expression au Gabon. Dans son rapport 2017-2018, l'ONG a signalé la mise en place d'un nouveau code de communication, vous allez nous en parler, où l'on note certaines restrictions dans l'exercice de leur métier aux journalistes gabonais travaillant pour des organes de presse locaux mais vivant à l'étranger, ça c'est curieux. L'interdiction aussi de l'utilisation de pseudonymes désormais au Gabon, la co-responsabilité des imprimeurs, des distributeurs pour toute infraction et l'obligation pour les médias de contribuer, je cite, au rayonnement de l'image du pays et à la cohésion nationale. Fin de citation. Alors, Maître Méré, est-ce qu'on peut dire que les médias aujourd'hui sont placés sous haute surveillance au Gabon, comme l'entend d'ailleurs Amnesty Alors, c'est l'expression la plus appropriée, je crois, mais on va au-delà de cela. La fameuse loi à laquelle vous faites allusion, personnellement, pour moi, ce n'est pas une loi parce que elle relève d'une législature qui n'a aucune légitimité, qui n'avait plus de légitimité et tout ce qui a été entrepris de toute façon depuis 2016, pour moi, n'a aucune légitimité. Il va falloir remettre tout cela en cause. Pour autant, elle est liberticide, elle est répressive, terriblement répressive. On assiste à une dérive extrême du régime. Mais je crois que cela est dû simplement à une perception que ce régime a de sa chute prochaine. Ce régime est aux abois.
Et avec les événements du 31 août 2016 et la diffusion qui a été faite de toutes les violences qui ont été commises à l'endroit de la population gabonaise, ce régime dictatorial s'est rendu compte que les médias, en tout cas tous les moyens de communication, participaient énormément à le mettre à nu et à diffuser la vérité des faits. À partir de ce moment-là, la force que la presse libre avait pris au Gabon il y a quelques années, avec de très bons journalistes et de très bons rapports sur la situation quotidienne des Gabonais, fait que le régime s'inquiète davantage maintenant d'une prise de conscience beaucoup plus aiguë et plus accrue de la population au contact de cette communication, au contact de cette presse, pour justement se prendre en responsabilité et en situation pour réagir par rapport aux affres qu'offre le régime à la place de solutions beaucoup plus viables. Alors, on va écouter Maître Fabien Méré, qui est membre de la coalition pour la Nouvelle République autour de Jean Ping. Maître Fabien Méré, comment résoudre cette équation très particulière? Voilà, un contentieux post-électoral qui n'est pas encore résolu, selon certains, en tout cas selon une partie de l'opposition, puisque le pouvoir, lui, déclare qu'il n'y a pas de crise post-électorale au Gabon aujourd'hui. Comment aller à des élections législatives alors même que le contentieux post-électoral de la précédente élection, la présidentielle de 2016, n'est pas encore résolu? Écoutez, la réponse est dans votre question. Comment aller à de nouvelles élections alors que le contentieux relatif à l'élection présidentielle n'est toujours pas résolu et que des dossiers sont toujours non plus sur le territoire national en contestation. Parce que Jean-Pierre se considère toujours, lui, comme le président élu. Et il se considérera toujours comme. Moi, je me permets de m'exprimer ici. Je n'apporte pas la parole de Jean Ping, précisément ou particulièrement. Alors, vous êtes membre de la coalition Jean Ping, quand même. Pardon? Vous êtes membre de la coalition. Ah oui, tout comme ceux qui sont allés, par exemple, à la rencontre avec Monsieur Mata, qui prétend être, qui est déclaré ministre de l'Intérieur, je sais pas trop quoi. Oui. Non, j'apporte. Je dis ça parce que je vais vous citer les propos d'un politologue que vous connaissez certainement, Wilson André Ndembe, oui. Qui est enseignant à l'université Omar Bongo de Libreville, qui dit ceci: si Jean Ping ne va pas aux élections, l'opposition va se fissurer, car les visages de ceux qui veulent du pouvoir vont se révéler. Et comment peut-il y aller alors que ce sont les mêmes institutions qui ont validé l'élection de 2016? C'est un dilemme compliqué. C'est un dilemme. Il y a comme un choix cornélien à opérer, mais je pense que si Jean Ping va aux élections législatives, c'est le peuple qui va le rejeter. Ah oui. Voilà le problème. Donc, à la limite, autant que l'opposition, ce qu'ils appellent l'opposition, se fissure, ce que moi j'appelle la résistance, parce que l'opposition politique se comprend, à mon humble avis, dans un système élaboré, dans un système équilibré, où les règles sont claires et justes, dans les pays démocratiques. Ce n'est pas le cas au Gabon. Donc il ne s'agit pas d'une opposition, il s'agit d'une résistance face à un pouvoir ignoble et odieux, criminel. Et à partir de ce moment-là, la résistance ne peut pas composer. Vous savez, si vous devez aller dîner avec le diable, n'y allez pas. Même avec une longue fourchette, ne le faites pas. Ne le faites pas. Un régime qui a déjà tué, qui a assassiné froidement et qui refuse que la lumière soit faite sur ces crimes-là, on ne peut pas comprendre qu'un beau matin, les victimes de ces crimes-là, parce que toute la population gabonaise est victime, toutes les familles ont été touchées. C'est un tout petit pays, le Gabon. Donc toutes les familles ont été touchées dans leur chair. Aujourd'hui, on recherche encore des dizaines de jeunes gens qui ont disparu. Les familles sont dans la peur, elles n'osent pas se déclarer. Mais nous connaissons un certain nombre de personnes dont l'état civil est établi qui ont disparu entre le 31 et le 5 septembre. Donc je ne comprends pas qu'on puisse, après avoir essuyé la violence de l'élection présidentielle du 31 août, prétendre aujourd'hui aller à une nouvelle élection alors que le contentieux est toujours en cours. Maître Fabien Méré. Alors, un mot encore sur l'examen le 14 mars prochain à Genève du rapport sur les droits humains au Gabon. Votre organisation a décidé, la résistance gabonaise a décidé d'organiser une manifestation le 14 mars justement à Genève pour sensibiliser l'opinion à ce qui va se dérouler à ce moment-là dans l'enceinte où va se tenir cet examen, comment on appelle ça déjà? L'examen périodique universel. Ouais. Oui, effectivement, la résistance gabonaise, donc la diaspora engagée, a choisi de se rendre à Genève, et donc dès demain, pour justement porter le message auprès de cette institution et
tenir la flamme allumée pour continuer à dénoncer la violation continue des droits de l'homme au Gabon. Et donc il y aura un sitting qui a été autorisé par les autorités suisses, à côté justement du palais des Nations Unies à Genève, pour ce qui concerne le jour même de la manifestation et de la tenue de ce conseil. Mais il y aura également une conférence de presse que nous allons animer avec des organes de presse locaux qui nous permettront de porter un peu plus loin la voix pour justement essayer à l'avance de démentir et dénoncer l'édulcoration que j'évoquais au début, simplement parce que nous sommes convaincus que au-delà de l'aspect formel des choses, il y a un travail de fond qui doit se faire et un travail continu. Mais je voudrais profiter de l'occasion juste quelques secondes pour dire, en parlant des violations des droits de l'homme, le cas de Zibi Bertrand a été évoqué tout à l'heure, ce député qui avait eu le courage d'affronter sur la place publique le dictateur en place. Cet homme a fait l'objet de torture et Amnesty International a pris sur lui de dénoncer la situation qu'il vit actuellement à la prison de Gros-Bouquet. Mais il y a le cas d'un autre compatriote dénommé Landry Amiens Washington, qui avait été arrêté à son arrivée en 2016 à Libreville, alors qu'il allait pour la campagne présidentielle pour le compte justement du candidat unique de l'opposition. Et il avait été accusé dans une affaire d'escroquerie, soi-disant, qui remontait à plusieurs années. D'un point de vue du droit, cette affaire était prescrite, donc il ne devait pas être inquiété. À la limite, il aurait pu être poursuivi devant un tribunal civil, mais sa liberté ne devait pas être remise en cause. Et pourtant, il a été appréhendé et il croupit toujours en prison jusqu'à ce jour. À côté d'eux, il y a des très proches de Jean Ping, Hervé Mombokinga, Pascal Oyugou, Frédéric Massavala ont été pris là il y a quelques mois encore, simplement parce qu'ils étaient à côté du président Ping. Mais plus grave, aujourd'hui, c'est que nous avons 3 compatriotes qui ont disparu de la scène publique, de l'espace public. Ils ont été enlevés par ce qu'on désigne au pays comme étant des milices à la sorte du régime. Devant tout le monde, leurs véhicules ont été abandonnés. Un des véhicules, celui de Armel Mouendoumbina, a été criblé de balles. À ce jour, cela fait 2 mois et demi que cet homme a disparu. Personne ne sait où il se trouve. Il y a Jocelyn Obam qui a été pris également. Son véhicule a été retrouvé dans un quartier de Libreville. On ne sait pas où il se trouve. Il y a Alain Bella également qui a été appréhendé et qui a disparu. Mais les autorités gabonaises ne se sont jamais prononcées. Une société qui fonctionne normalement, où le procureur de la République, ou le ministre de la Justice, ou le procureur général, ou le Premier ministre se serait prononcé sur la question dans les médias publics pour dire il y a une enquête qui est ouverte, on s'inquiète du sort de ses compatriotes. Mais personne n'ose l'évoquer et les médias publics n'en parlent pas. Merci à vous, maître Fabien Méré. Merci d'être venu. Juste pour dire, la page n'est toujours pas tournée. Merci. Merci à vous.